Je suis le professeur Stuart Phillips. Je suis professeur au département de kinésiologie et titulaire d'une chaire de recherche canadienne de premier rang à l'Université McMaster. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle essentiel des protéines et de la mobilité dans la prévention de la perte musculaire liée au vieillissement et à la maladie. Les objectifs d'apprentissage de ce webinaire sont les suivants. À la fin du webinaire, vous devriez être en mesure de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le renouvellement des protéines musculaires et les rôles critiques de l'ingestion de protéines et de l'inactivité. Vous devriez également être en mesure de comprendre le rôle des protéines dans la perte musculaire en cas d'inactivité pendant la maladie, et plus particulièrement chez les personnes âgées. Vous devriez également être en mesure de comprendre les rôles clés de la leucine, un acide aminé, et le rôle de la source ou de la qualité des protéines dans le renouvellement des protéines musculaires. L'une des questions auxquelles nous voulons répondre est la suivante. Pourquoi le muscle est-il important? Tout d'abord, toutes les personnes âgées présentent une sarcopénie due au vieillissement. Cela correspond à une perte progressive de la masse et de la fonction musculaire liée à l'âge. Le muscle est également le plus grand site d'élimination du glucose sanguin. Après l'ingestion d'un repas, c'est la plus grande réserve corporelle d'acides aminés. Il joue un rôle évident dans la locomotion et sa préservation est prédictive de survie, en particulier dans des situations telles que les maladies graves. Lorsque nous parlons du renouvellement des protéines, l'analogie la plus simple que je puisse vous donner est que le muscle est comme un mur de briques. Il y a des briques qui s'ajoutent au mur et d'autres qui en sont retirées. Tout simplement, si le taux d'ajout de briques au mur est supérieur au taux de retrait des briques, le mur se développe. Si au contraire, les briques sont retirées plus vite qu'elles ne sont ajoutées, le mur rétrécit. Il est clair que dans les situations de maladies graves ou de séjour à l'unité de soins intensifs, le taux de dégradation des protéines musculaires ou de retrait des briques du mur est supérieur au taux d'ajout de briques au mur. Cette figure illustre schématiquement la fluctuation des taux de synthèse et de dégradation des protéines musculaires. Chez une personne normale qui consomme 3 repas à base de protéines chaque jour, il peut s'agir du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. On constate immédiatement que les taux de synthèse des protéines musculaires fluctuent assez largement. C'est-à-dire que chaque fois qu'un repas à base de protéines est consommé, il y a une augmentation de la synthèse des protéines musculaires, et celle-ci est supérieure à la dégradation des protéines musculaires, de sorte que l'on obtient une zone verte représentant un accroissement net des protéines musculaires. Cependant, la synthèse des protéines musculaires n'est pas stimulée très longtemps et finit par décliner jusqu'au repas à base de protéines suivant. Entre ces deux périodes, on observe une zone représentée par la zone grise sur cette diapositive, qui représente une perte de protéines musculaires d'une ampleur presque égale à celle que l'on observe après un repas. Il y a une fluctuation entre les taux de synthèse et de dégradation des protéines musculaires, et comme vous pouvez le constater, ces taux restent effectivement équilibrés tout au long de la journée. La situation est cependant un peu différente avec une augmentation de la stimulation de charge ou en cas d'exercice. Dans cette situation, on constate que la variation de la synthèse des protéines est beaucoup plus importante. Autrement dit, il y a une excursion ou une stimulation beaucoup plus importante de la synthèse des protéines et une suppression beaucoup plus faible à jeun. Il n'est pas difficile de reconnaître que chaque fois que vous consommez un repas à base de protéines, il y a un plus grand accroissement des protéines musculaires nettes. La question est donc de savoir ce qui se passe avec le vieillissement. Pourquoi les personnes âgées perdent-elles de la masse musculaire? Il y a probablement un certain nombre d'événements qui contribuent à la diminution de la masse musculaire liée à l'âge, qui se produit à un rythme d'environ 1% par an, et de la force et de la puissance musculaire, qui se produisent à un rythme beaucoup plus rapide, soit entre 3 et 5% par an. Nous ne savons pas quand ce processus commence, mais il est mesurable chez la plupart des gens dans leur 6e décennie de vie ou dans la cinquantaine. Les facteurs susceptibles de contribuer à la sarcopénie peuvent varier, allant des facteurs hormonaux et vasculaires à ce que l'on appelle l'activation des cellules satellites. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de contrôle sur ces variables, mais nous pouvons agir sur 2 variables particulièrement puissantes et qui stimulent la synthèse des protéines musculaires et aident à atténuer ou à réduire le déclin de la masse musculaire. La première est l'activité physique, la seconde, la nutrition. L'accent est donc mis sur la lutte contre ce que nous appelons la résistance anabolique chez les personnes âgées. Cette diapositive montre l'incidence de l'apport protéique par un repas sur la stimulation de la synthèse des protéines musculaires. À gauche, nous avons des personnes plus jeunes et à droite, d'autres plus âgées.
Ce que l'on constate immédiatement, c'est que sur la base d'un repas, ou de grammes par kilogramme par prise de nourriture ou repas, les personnes plus jeunes n'ont besoin que de 0,25 g de protéines par kilogramme, tandis que les personnes plus âgées, du côté droit, ont besoin de 0,4 g de protéines par kilogramme pour stimuler au maximum ou de manière optimale la synthèse des protéines musculaires à peu près au même niveau. Si l'on ajoute un intervalle de confiance de 95 %, vous voyez que cela peut atteindre 0,3 g pour les personnes plus jeunes, à gauche, et jusqu'à 0,57 g pour les personnes plus âgées, à droite. Le même principe s'applique aux hommes comme aux femmes, chez les personnes plus âgées. Cela nous donne un aperçu de l'effet appelé résistance anabolique du vieillissement. Cette situation met donc en évidence le fait qu'il est problématique pour les personnes âgées de consommer des protéines de la manière dont la plupart des gens les consomment, c'est-à-dire de manière déséquilibrée. En d'autres termes, une petite quantité de protéines au petit déjeuner, une quantité modérée au dîner, mais une grande quantité de protéines au souper ou au repas du soir. Tout simplement, la petite quantité de protéines au petit déjeuner et au dîner ne stimule pas efficacement ou de façon optimale la synthèse des protéines musculaires, tandis que la quantité de protéines au souper pourrait être bien supérieure à ce qu'il est nécessaire et ne fait que saturer le processus de synthèse des protéines. Nous visions donc une dose par repas de 0,4 g par kilogramme. On pourrait donc recommander aux personnes âgées de répartir une partie de leurs protéines du dernier repas sur les premiers repas de la journée et éventuellement de se concentrer sur un apport plus équilibré d'environ 0,4 g par kilogramme par repas. Nous obtiendrions ainsi une répartition plus uniforme des protéines et une répartition plus équilibrée de la synthèse des protéines musculaires, et cela atténuerait le déclin constaté de la synthèse des protéines musculaires liées à l'âge ou cette résistance anabolique du vieillissement. La question qu'il me semble important de poser est celle de savoir ce qui se passe en cas d'inutilisation des muscles. Il peut s'agir d'une situation d'immobilisation ou de repos au lit en clinique. L'immobilisation a été utilisée comme modèle local de simulation de ce qui se produit en cas d'inutilisation des muscles ou même, comme nous verrons un peu plus tard dans cette présentation, en situation d'inactivité. Cette figure est tirée d'un article de Lisa Glover publié en 2008, qui montre que 2 semaines d'immobilisation d'un seul membre moyen d'une attelle du genou ont entraîné une réduction de presque la moitié du taux de synthèse des protéines musculaires par rapport à un membre non immobilisé. Il s'agissait de personnes jeunes. Il est intéressant de noter que le taux de synthèse protéique musculaire postprandiale, ou avec une alimentation protéique, a également diminué. Ce que l'on peut donc constater dans ces situations, c'est que l'immobilité aboutit à une situation semblable à celle que l'on observe chez les personnes âgées. Cela résume essentiellement la résistance anabolique associée au vieillissement. Cela pourrait soulever la question de savoir si, en vieillissant, c'est une réduction de la mobilité qui est partiellement, voire complètement responsable de la réduction de la synthèse des protéines observée par repas. On peut donc dire que la sarcopénie chez les personnes âgées serait accélérée ou rythmée par les périodes d'inutilisation. Voici 2 scénarios. Il pourrait s'agir d'une arthroplasie du genou ou d'un alitement, et dans ce cas, nous supposons que le taux de synthèse des protéines musculaires serait temporairement accéléré et qu'une personne qui aurait des épisodes répétés d'inutilisation ou d'hospitalisation ou simplement un faible niveau d'activité physique aurait une masse musculaire réduite en raison de son incapacité à produire une réponse complète et robuste de synthèse des protéines lors de l'ingestion de protéines. L'alitement est-il toutefois réellement responsable? S'agit-il vraiment d'une situation où nous devons induire une inutilisation complète du muscle pour constater un changement comme celui que nous observons avec l'immobilisation? Cette figure est tirée d'une étude publiée par Chris McGlory et Tanner Stokes en 2018, qui montre que la réduction du nombre de pas quotidiens d'une moyenne d'environ 8000 pas par jour à moins de 2000 pas par jour chez les personnes âgées entraîne également une réduction nette de la synthèse des protéines musculaires. Vous pensez peut-être que 2000 pas par jour, ce n'est pas beaucoup. Mais je pense qu'il est important de considérer qu'un patient hospitalisé ne fera probablement qu'environ 700 pas par jour. Cette figure montre les taux de synthèse de protéines musculaires intégrés sur toute la période précédant la réduction du nombre de pas indiqués par les lettres BL, baseline ou point de départ.
pendant la réduction du nombre de pas, puis sur 2 semaines de récupération chez les hommes et les femmes plus âgés. Ce que l'on constate immédiatement, c'est que la réduction du nombre de pas entraîne une diminution de la synthèse des protéines musculaires qui, à notre grande surprise, ne s'est pas rétablie après 2 semaines de retour à une mobilité normale. De ce fait, le responsable ici n'est pas nécessairement une inutilisation complète des muscles. C'est nécessairement une situation d'activité réduite qui est la seule responsable du déclin de la synthèse des protéines musculaires. Comme vous pouvez l'imaginer, une telle situation peut se reproduire de plus en plus fréquemment à mesure que les personnes vieillissent. Les messages à retenir de cette partie de la présentation sont que la dose de protéines qui stimule au maximum la synthèse des protéines musculaires chez les hommes plus jeunes, après une charge, est d'environ 20 grammes, soit environ 0,25 g de protéines par kilogramme par repas. Chez les hommes plus âgés, par contraste, la dose de protéines qui stimule au maximum la synthèse des protéines musculaires est presque 2 fois plus élevée, soit environ 40 grammes ou 0,4 g de protéines par kilogramme par repas. Ces 2 chiffres illustrent très bien l'effet de l'âge sur ce que nous appelons la résistance anabolique. Cette résistance anabolique est également liée à l'immobilité et elle peut être déclenchée chez les personnes plus jeunes en leur mettant simplement une attelle ou un plâtre à la jambe. Je m'empresse d'ajouter que nous avons ensuite suivi ces résultats et nous voyons maintenant que la même situation se produit chez les femmes plus âgées. Les scénarios cliniques qui induiraient également une résistance anabolique seraient par exemple un alitement. Il s'agit donc d'un scénario dans lequel l'inutilisation ou l'immobilité, voire même une période d'inactivité prolongée, entraîne une perte de masse musculaire squelettique qui pourrait être aggravée par la sous-alimentation ou, bien sûr, par une malnutrition manifeste. Cela contribuerait alors à une accélération de la sarcopénie, qui a alors indirectement une influence sur ce que nous appelons l'inactivité ou la faiblesse musculaire attribuable à l'inutilisation. Que se passe-t-il alors chez les patients plus âgés qui sont en unité de soins intensifs? Selon la théorie, ou telle que le montrent les données, le patient âgé en soins intensifs se trouve dans des conditions optimales de perte musculaire. Ce que nous savons, c'est que la fonte musculaire à l'unité de soins intensifs se produit tôt et très rapidement et atteint un pic après environ 10 à 15 jours. Il est donc important de réaliser que l'intervention visant à prévenir la perte musculaire à l'unité de soins intensifs doit être orientée vers les premières phases du séjour du patient. Dans ce cas, le patient âgé serait presque certainement alité pendant toute la durée de son séjour aux soins intensifs, à moins qu'il ne suive une forme quelconque de réadaptation. Il pourrait subir une sorte de sous-alimentation iatrogène en raison des protocoles d'alimentation en place. Il serait évidemment déconseillé de maintenir les patients dans une situation d'interdiction de toute consommation orale, NPO. L'apport en protéines doit commencer le plus tôt possible, qu'elle soit parentérale ou entérale, au choix du médecin. Il s'agira de cytokines procataboliques. Il s'agira d'hormones procataboliques. Il y aura une résistance anabolique exacerbée dans les groupes de patients entraînant une perte beaucoup plus importante de muscles squelettiques. Dans cette situation, la sarcopénie est accélérée dans une large mesure, ce qui entraîne un état appelé faiblesse musculaire acquise aux soins intensifs. C'est un facteur d'accélération dans l'apparition de la fragilité chez les personnes âgées. L'une des questions souvent posées est de savoir si ce sont les protéines en soi qui comptent ou s'il existe un groupe spécifique ou particulier d'acides aminés. La réponse à cette question devient de plus en plus évidente, et la leucine, qui est un acide aminé à chaîne ramifiée essentielle, stimule la voie économique qui utilise ce que l'on appelle mTORC. Le mécanisme de ce phénomène a été élucidé, et on pense que la leucine se lie à une protéine appelée cestrine 2. Ce qui déclenche une série d'événements en aval et font que la leucine active essentiellement le processus de synthèse des protéines musculaires. Voici une étude de Tyler Churchward-Venn, publiée en 2013. Je vais vous expliquer lentement, car il y a ici quelques conditions qu'il est important de comprendre. La première, c'est que les barres grises et noires représentent un contrôle négatif et un contrôle positif. Le premier correspond à 6 grammes de lactosérum. Le deuxième, à 25 grammes de lactosérum. Nous avons ensuite 2 autres groupes dans lesquels une petite dose de lactosérum a été ajoutée.
5 g de leucine cristalline ou 5 g de leucine cristalline avec les deux autres acides aminés à chaîne ramifiée, la valine et l'isoleucine. Ce que vous pouvez voir ici est que la vitesse de synthèse des protéines musculaires est stimulée à l'ingestion dans toutes ces conditions entre 0 et 1 heure et demie. Cependant, une stimulation supplémentaire et continue de la synthèse des protéines ne se produit qu'à la dose de 25 g de lactosérum ou à la dose beaucoup plus faible de 6 g de lactosérum avec la leucine supplémentaire. La petite dose de protéines de lactosérum que vous pouvez voir ici tend à revenir à la valeur initiale. Et il est intéressant de noter que l'ajout des deux autres acides aminés à chaîne ramifiée, valine et isoleucine, agit probablement de manière compétitive avec la leucine et réduit l'efficacité de ces trois acides aminés fournis ensemble. C'est donc bien la leucine qui peut faire passer cette petite dose de protéines de lactosérum pour une dose beaucoup plus importante, presque 4 fois plus élevée. Nous avons en fait observé le même effet chez les femmes âgées, comme le démontre cette étude publiée par McKellar-De Vries en 2018. Ce que l'on constate ici, c'est que l'ajout de leucine à raison d'environ 6,2 g par jour dans une boisson administrée aux femmes âgées a entraîné une augmentation du taux de synthèse des protéines musculaires au repos. L'exercice a favorisé cet effet, mais la leucine a maintenu encore davantage la stimulation de la synthèse des protéines musculaires, ce qui a constitué une réponse intégrée pendant environ 4 à 5 jours. Donc, tout simplement, plus la teneur en leucine de l'alimentation est élevée pendant cette période, plus la stimulation de la synthèse des protéines musculaires est importante, et finalement, plus la rétention de la masse musculaire est importante ou en cas d'activité physique, plus le gain de masse musculaire est important. Il s'agit d'une figure de Bart Penning, publiée en 2011, qui montre 3 conditions. Les personnes âgées ont reçu une dose de protéines de lactosérum, indiquée par les lettres W, H, E, Y. Une protéine de caséine, indiquée par les lettres C, A, S, ou un hydrolysat de caséine, indiqué par les lettres C, A, S, H dans ce cas. Le volet de gauche montre la concentration en leucine qui se produit après l'ingestion d'une quantité équivalente de toutes ces protéines. Ce que l'on constate immédiatement, c'est que l'augmentation de la leucine est plus prononcée dans le cas du lactosérum, un peu plus élevée dans le cas de l'hydrolysat de caséine que dans le cas de la caséine. Mais dans toutes ces situations, c'est le lactosérum qui entraîne l'augmentation la plus rapide et la plus importante de la leucine sanguine, et le volet de droite de la diapositive montre le taux de synthèse fractionné qui en résulte, qui est essentiellement une mesure équivalente de la synthèse des protéines musculaires. Comme vous pouvez le voir, c'est la protéine de lactosérum qui stimule le plus la synthèse des protéines musculaires. Et ce, malgré la quantité équivalente d'azote et de protéines associées à la caséine et à l'hydrolysat de caséine. Cela nous a conduit, nous et plusieurs autres chercheurs, à proposer une hypothèse dite de leucine comme élément déclencheur. Dans cette situation, si vous voulez, les niveaux de leucine intracellulaire doivent augmenter dans un muscle jusqu'à un certain seuil. Autrement dit, c'est comme si la leucine agissait pour faire basculer l'interrupteur et activer la synthèse des protéines musculaires. Ainsi, des doses plus élevées de protéines ou des doses de protéines contenant plus de leucine seraient plus efficaces pour stimuler la synthèse des protéines musculaires, puisqu'elles atteignent ce seuil de déclenchement en saturant la réponse synthétique des protéines musculaires plus efficacement que des doses plus faibles, ou l'ingestion de protéines à plus faible teneur en leucine. Cette figure est présentée pour vous rappeler que toutes les protéines ne sont pas identiques. Elle montre comment différentes sources de protéines contiennent différentes quantités de leucine, ce qui est exprimé sous la forme d'un rapport de différence leucine, acides aminés. De gauche à droite, vous pouvez voir que nous avons un isolat de protéines de lactosérum, un concentré de protéines de lactosérum, deux versions différentes d'un isolat de protéines de soja, SPI A et B, un concentré de protéines de pois, un concentré de protéines de riz, et enfin, un hydrolysat de collagène. Tout simplement, ce que les barres montrent,
c'est que pour chaque protéine autre que de lactosérum, il faudrait consommer, dans le cas des protéines de soja, de pois ou de riz, presque 2 fois plus de protéines pour atteindre la même quantité de leucine, et dans le cas du collagène, une quantité de 4 à 5 fois supérieure, ce qui montre que la qualité de la protéine serait un facteur important dans l'activation des taux de synthèse de protéines musculaires et donc dans le maintien de la masse musculaire. Il est donc important de reconnaître que les méthodes de notation de la qualité des protéines qui sont indiquées ici sont les méthodes PDCAAS et DIAAS. PDCAAS, l'ancienne méthode, et DIAAS, la méthode la plus récente ou la plus moderne, ont divers acides aminés limitants. Néanmoins, les isolats et les concentrés de protéines de lactosérum sont supérieurs aux concentrés de protéines de soja, de pois et de riz. Les messages à retenir de cette partie de la présentation sont tout simplement que la leucine est l'acide aminé clé dans la stimulation de la synthèse des protéines musculaires. Des doses plus faibles de protéines peuvent être rendues plus anaboliques par l'ajout de leucine et l'intégration d'une plus grande quantité de leucine à un régime à faible teneur en protéines stimule la synthèse des protéines musculaires chez les personnes plus jeunes et plus âgées. Des protéines de haute qualité et à forte teneur en leucine seraient alors un outil précieux et seraient bénéfiques à long terme pour la préservation de la masse et de la fonction musculaire. Tous ces messages seraient simplement amplifiés pour les personnes âgées chez lesquelles le rôle de la qualité des protéines dans la préservation de la masse musculaire est probablement sous-estimé, mais devrait probablement être davantage pris en considération en raison de la résistance anabolique que nous avons déjà mentionnée. Si l'on met tout cela ensemble, on parle d'une perte musculaire lors du vieillissement ou de maladie qui est courante et peut avoir une incidence sur les résultats des patients. Tout simplement, les personnes âgées ont probablement des périodes d'inactivité plus fréquentes du fait d'une hospitalisation ou d'une maladie, ou même d'une convalescence en raison d'une situation aussi simple qu'une grippe. Et dans ces situations, il est important d'essayer de soutenir le patient avec des protéines de haute qualité qui permettront d'augmenter le taux de synthèse des protéines musculaires. La synthèse des protéines musculaires est stimulée par la leucine contenue dans les protéines. C'est l'acide aminé clé. Et une charge ou l'activité physique renforce l'effet des protéines sur la synthèse des protéines musculaires. Il serait souhaitable que les personnes âgées évitent l'inutilisation ou l'inactivité, ou qu'elles soient placées en situation clinique simplement pour les mobiliser dès que possible, ce qui est souvent possible, même dans les unités de soins intensifs, où les programmes de réadaptation sont susceptibles de ramener un patient à la santé et de lui permettre de survivre aux soins intensifs. Elle pourrait même bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Il conviendrait d'augmenter la teneur en protéines des repas à faible teneur en protéines en nous concentrant spécifiquement sur les 2 repas qui sont probablement les plus pauvres en protéines de la journée, à savoir le petit déjeuner et le dîner, en particulier chez les personnes âgées. Et les protéines de qualité supérieure contenant de la leucine, comme le lactosérum, seront plus efficaces que des protéines de qualité inférieure pour restaurer la masse musculaire perdue. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo.